Bien, on va commencer le cours. En attendant que tout le monde s'installe, simplement une proposition pratique et honnête. Est-ce que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui prennent un déjeuner copieux à midi? C'est dommage parce que je pensais vous proposer de faire une pause courte à midi afin de vous libérer pour que vous ayez un long week-end. D'accord, donc on verra à quelle heure on reprendra, mais on reprendra certainement avant 14 heures. Alors, on décidera ensemble de l'heure ou de la reprise. Bien, alors, on n'est pas encore là. Avant la pause de midi, il y a un premier cours à faire, qui est celui-là, concernant le tonus, la statique et l'équilibre. Alors en fait, c'est un cours qui va être essentiellement centré sur la physiologie cérébelleuse. Et voilà, comme d'habitude, les objectifs à connaître à l'issue de ce cours. Alors, voilà l'organisation du cervelet. Si on regarde le cervelet de côté, une vue de profil, on voit que ce cervelet, en fait, est subdivisé en 3 parties, en allant de bas en haut et d'arrière en avant. Eh bien, on voit qu'il existe un lobe floculo-nodulaire, au-dessus duquel se trouve le lobe postérieur, et le 3e et dernier lobe est le lobe antérieur. Donc une vue postéro-inférieure nous donnera ceci pour le cervelet. Alors, les 3 lobes qui sont représentés ici vont être repris ici. Le lobe floculo-nodulaire est encore appelé le vestibulo-cervelet. Vestibulo-cervelet, qui est cette petite région que l'on distingue par une vue postéro-inférieure. Et en fait, c'est la partie du cervelet qui est directement connectée avec le système vestibulaire, d'où son nom. Au-dessus et en arrière de ce vestibulo-cervelet, eh bien, on trouve le lobe postérieur qui porte encore le nom de cérébro-cervelet. Et en fait, ce cérébro-cervelet, c'est probablement la partie la plus importante du cervelet. Et cette partie postérieure du cervelet, eh bien, va établir de nombreux contacts avec les hémisphères cérébraux, d'où son nom. Et enfin, en avant, eh bien, on trouve le spinocervelet, qui est la partie du cervelet qui est en contact, qui a des relations étroites avec la moelle épinière. Et donc, dans ce cours, nous allons voir successivement les différentes fonctions de ces 3 parties du cervelet, le vestibulo, le cérébro et le spinocervelet. Commençons par le vestibulo-cervelet. Il reçoit des afférences, des noyaux vestibulaires, comme son nom l'indique, du tronc cérébral. On verra, je pense qu'on aura une figure montrant la localisation de ces noyaux vestibulaires, lesquels reçoivent des afférences de l'appareil cochléaire, vestibulo-cochléaire. Ce vestibulo-cervelet est nécessaire, joue un rôle important dans la régulation des mouvements nécessaires au maintien de la posture et de l'équilibre. Vient ensuite le spinocervelet, donc lobe antérieur, qui lui reçoit les afférences directes de la moelle épinière. Et son rôle physiologique est de permettre le renforcement du tonus musculaire.
Donc, maintien de la posture et de l'équilibre pour le vestibulo-cervellé. Renforcement du tonus musculaire pour le spino-cervellé. Et enfin, troisième et dernièrement, le cérébro-cervellé, lui, occupe latéralement la majeure partie de chaque hémisphère cérébelleux. C'est le lobe postérieur que l'on a vu tout à l'heure. Et il intervient dans la coordination et la régulation fine de l'activité motrice volontaire. Coordination et régulation fine de l'activité motrice volontaire. Alors en fait, on aura l'occasion de revoir dans le détail ces différentes fonctions physiologiques, mais pour l'instant, si on nous demande de retenir les principales fonctions du cervelet, eh bien on retiendra que le cervelet est nécessaire pour le maintien de l'équilibre, de la posture et de l'équilibre. Cette posture-là, eh bien, on va pouvoir le maintenir d'autant plus facilement qu'il existe un tonus musculaire. Donc, le cervelet joue un rôle également important pour le maintien du tonus musculaire, permettre aux gens de se tenir debout. Et enfin, ce cervelet est également important pour la coordination et la régulation des mouvements fins de nos membres. Et donc, quelqu'un qui aurait une lésion du cervelet, selon la topographie de la lésion, aura soit des troubles de l'équilibre, soit une chute du tonus musculaire, soit bien sûr des troubles de l'activité motrice volontaire avec des mouvements qui sont beaucoup moins fins, beaucoup moins liés qu'à l'habitude. Alors maintenant, nous allons voir les connexions afférentes, c'est-à-dire les connexions, les projections qui arrivent au niveau du cervelet, et puis ensuite nous verrons les connexions efférentes. Alors, concernant les connexions afférentes, le cervelet, retenons ceci, c'est qu'il reçoit essentiellement des connexions venant du cortex frontal, le cortex moteur primaire et le cortex prémoteur, l'aire numéro 4 et l'aire numéro 6, que l'on a vu hier, et du cortex pariétal. Donc le cervelet va recevoir des signaux, des informations provenant du cortex qui contrôle le mouvement volontaire, ainsi que le cortex qui va recevoir des signaux somesthésiques que l'on verra cet après-midi. Ces signaux, donc ces neurones, dont l'origine se trouve au niveau de ces deux cortex, frontal et pariétal, vont ensuite aller dans le pont pour faire synapse au niveau des noyaux du pont, que l'on voit ici sur une vue de profil. Donc, premier neurone qui va descendre jusqu'au niveau du pont, et à ce niveau, il va y avoir des synapses entre ce premier neurone avec un deuxième neurone qui naît dans ces noyaux et qui va ensuite aller dans le cervelet. Alors, ce deuxième neurone a comme particularité le fait qu'ils vont décusser, ils vont traverser la ligne médiane, comme on le voit ici. Donc le deuxième neurone va traverser la ligne médiane pour aller se projeter dans la partie contralatérale, dans le cervelet contralatéral par rapport à l'origine cérébrale. Donc on le voit bien sur ce schéma. Traverser de la ligne latérale pour aller ensuite se projeter sur le cortex cérébelleux. Donc deux neurones. Ce cortex cérébelleux peut également recevoir des signaux provenant de plus bas, provenant notamment de l'olive inférieure, qui est un noyau qui se trouve également dans le bulbe, provenant de la moelle épinière, et notamment du noyau dorsal de Clark, ici, ou bien provenant des noyaux vestibulaires
et ces neurones provenant du noyau vestibulaire vont se projeter directement sur le vestibulo-cervelet que l'on a vu tout à l'heure. Alors, la chose à retenir ici, concernant ces arrivées d'origine soit médulaire, soit du tronc cérébral, c'est que ces projections sont ipsilatérales, proviennent du même côté. Il n'y a pas de croisement de la ligne médiane avec ces projections primaires provenant de la moelle épinière, des noyaux vestibulaires et du noyau olive inférieur. Et donc, on retiendra sur cette figure que les afférences du cervelet proviennent soit de l'étage supérieur, c'est-à-dire du cortex frontal et du cortex pariétal, et que ces afférences-là ont croisé la ligne médiane au niveau du pont. Que vous pouvez par ailleurs avoir d'autres types d'afférences provenant de l'étage inférieur, mais ces afférences-là proviennent du même côté que le cortex cérébelleux qui va recevoir ces afférences. Deux types d'afférences. Les unes sont ipsilatérales, n'ayant pas croisé la ligne médiane. Les autres sont contralatérales. Alors, ces afférences-là vont apporter quel type de signaux au cervelet? Provenant de l'étage supérieur, eh bien, les signaux sont de type moteur, puisque les afférences proviennent du lobe frontal, de l'aire moteur primaire et de l'aire prémoteur, le 4 et le 6, ici. Ou bien ces afférences peuvent être d'origine sensorielle, sensitive, avec des afférences qui proviennent du lobe pariétal. Bien sûr, les afférences provenant des étages inférieurs, que ce soit de la moelle épinière ou bien du noyau vestibulaire, sont d'ordre sensitif et sensoriel, renseignant le cervelet de la position des membres ou bien essentiellement de la position des membres. Alors, si on dit et si on pense que le cervelet reçoit des signaux permettant de le renseigner concernant la position du corps et des membres, on suppose qu'il existe une représentation somatotopique du corps dans le cervelet. Et en fait, cette représentation existe. Elle existe, elle est localisée au niveau du vermis, c'est-à-dire une zone particulière du spinocérébellum, du spinocervelet. Et comme vous voyez ici, cette représentation somatotopique du corps est d'une part tout à fait rudimentaire par rapport à la représentation que l'on connaît au niveau du cortex cérébral. Vous voyez un bonhomme renversé ici. Et que c'est une représentation qui, en plus, est fragmentée. Vous avez une représentation de l'ensemble du corps sommaire et partielle en haut, et vous retrouvez deux autres représentations, l'une pour chacun des côtés de ce vermis, qui est fragmentée et qui est séparée des autres représentations. Donc en fait, le cervelet reçoit des signaux pour le renseigner concernant la position du corps. Mais ces signaux-là sont de type relativement grossier, renseignant grossièrement la position du corps, pas avec précision en tout cas. En tout cas, on n'a pas besoin d'une précision aussi importante, aussi grande que pour la commande du mouvement volontaire ou bien pour la réception des signaux douloureux provenant de la périphérie et pour lequel il existe une représentation somatotopique au niveau du lobe pariétal, comme on le verra cet après-midi. Mais retenons qu'il existe également une représentation somatotopique du corps au niveau du cervelet et au niveau plus précisément du spinocervelet.
Donc, des signaux afférents, des signaux qui arrivent au cervelet, les uns ayant croisé la ligne médiane, les autres restant du même côté. Et puis, ce cervelet, ce cortex cérébelleux, va élaborer une réponse et envoyer des signaux qui vont en repartir, c'est-à-dire des signaux efférents. Eh bien, ces signaux efférents, comme vous le savez, ou bien comme vous le devinez logiquement, prennent naissance dans le cortex cérébelleux. Ce sont les cellules du cortex qui vont élaborer le signal de réponse qui repartira du cervelet. Il y aura un premier relais qui se fera au niveau des noyaux profonds du cervelet, qui se trouvent ici, les noyaux profonds du cervelet. De ce noyau profond du cervelet partira le deuxième neurone qui, lui, va croiser la ligne médiane pour aller se projeter dans le thalamus, et notamment dans les noyaux ventraux latéraux du thalamus. Et de ces noyaux ventraux latéraux du thalamus vont partir un troisième et dernier neurone qui vont aller se projeter sur le cortex frontal, et notamment le cortex moteur primaire et le cortex moteur et le cortex prémoteur. Appelons l'aire numéro 4 et l'aire numéro 6 pour aller plus vite. Et donc en fait, les efférents du cervelet vont repartir vers le cortex moteur pour élaborer la réponse motrice adéquate, nécessaire pour affiner le mouvement. Afférences qui arrivent, efférences qui vont repartir. Alors, bien sûr, on peut également avoir des... non, je parlerai de ceci un petit peu plus tard. Et ce schéma nous résume, en fait, à la fois la voie afférente, les voies afférentes, celles qui arrivent, et les voies efférentes. Et en fait, ce schéma, malgré sa relative simplicité, est tout à fait fondamental pour nous aider à comprendre les relations étroites entre le cortex cérébelleux, qui est ici, et puis le cortex cérébral, qui est là. Et vous voyez bien que le cortex cérébelleux, eh bien, se trouve immédiatement après le cortex cérébral. Alors, comment peut-on résumer ici? Si on prend le cortex cérébelleux comme point de départ, ce cortex cérébelleux reçoit des signaux afférents du cortex cérébral, d'accord, avec une décussation. Ce cortex cérébelleux reçoit également d'autres types d'afférences provenant soit du noyau vestibulaire, soit de la moelle épinière, en tout cas de l'étage inférieur. Donc deux types d'afférences. On va s'intéresser au premier type d'afférence provenant du cortex cérébral, notamment du cortex frontal et du cortex pariétal. Ces afférences vont venir stimuler les neurones du cortex cérébelleux. Ces neurones vont répondre en élaborant une réponse adaptée et qui va être relayée au niveau des noyaux cérébelleux profonds. Ensuite, vont repartir vers le thalamus. Et le point important ici, c'est que le message de troisième neurone partant du thalamus va revenir exactement au même point de départ de notre signal. Et ce système sera appelé par nous un système fermé, une boucle fermée. Une boucle fermée, c'est simplement le fait que vous envoyez un signal à partir d'une région du cerveau, que ce signal, après avoir fait le tour du cerveau et du cervelet, va revenir exactement au même point de départ. Et donc, c'est par définition
est par excellence un système de rétrocontrôle, un système qui va permettre d'asservir le mouvement initié par le cortex cérébral. Boucle fermée, permettant véritablement de contrôler la qualité du signal envoyé par le cortex et de le corriger si besoin. En fait, le cervelet sert à cela. Et puis à côté de cette boucle fermée, il existe des boucles ouvertes qui proviennent d'autres afférences, et notamment des afférences provenant du système vestibulaire et provenant de la moelle épinière. Alors nous avons vu jusqu'à maintenant l'organisation anatomique du cervelet. Nous avons vu les voies qui arrivent, c'est-à-dire les voies afférentes, les voies qui en repartent, c'est-à-dire les voies efférentes. Vous retiendrez avec ces diapositives que ces voies afférentes et efférentes, en fait, appartiennent à une même voie qui constitue une boucle partant du cortex et qui revient au cortex et qui passe par le cervelet. Et maintenant, précisons les choses avec deux diapositives que je considère comme étant relativement compliquées et qui vont nous permettre de comprendre les phénomènes au niveau cellulaire. Alors, donc on va reprendre l'histologie du cervelet. Et vous savez que ici nous sommes dans le cortex cérébelleux. Ce cortex cérébelleux est constitué de plusieurs couches cellulaires. Je vais vous parler des trois dernières couches. La couche moléculaire, qui est la couche la plus superficielle, la plus externe. Vient ensuite la couche de cellules de Purkinje, la couche des corps cellulaires des cellules de Purkinje, et enfin la couche granulaire. Les différentes cellules, les différents neurones au niveau du cortex cérébelleux sont, alors on peut les citer, soit par ordre en allant de gauche à droite, les cellules étoilées, les cellules en panier, les cellules de Purkinje, les cellules grimpantes, les cellules de Golgi et les cellules moussues. Avec ça, on ne sera pas très avancé. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ces 6 types cellulaires, laquelle est la plus importante? Purkinje. C'est la cellule de Purkinje qui est ici. Et donc le corps cellulaire, le soma, constitue une couche qu'on appelle la couche des cellules de Purkinje. Alors pourquoi ces cellules de Purkinje sont... En fait, ces cellules de Purkinje sont importantes parce qu'ils inhibent, mais pourquoi le fait d'inhiber quelque chose soit important? C'est la cellule qui va constituer les voies efférentes du cervelet. Les autres cellules arrivent, renseignent le cervelet, et ce cervelet-là, ce cortex cérébelleux, va répondre par l'activité ou la non-activité des cellules de Purkinje. Donc ces cellules de Purkinje sont les plus importantes parce que ce sont elles qui élaborent la réponse du cervelet. Et c'est parce qu'elles élaborent la réponse des cellules, la réponse du cervelet, que ces cellules du Purkinje sont soumises à toutes sortes de connexions et de régulations. La première connexion et de régulation que l'on peut décrire est constituée par les cellules moussues, lesquelles cellules moussues vont faire synapse avec les cellules du grain, les grains du cervelet, qui en fait constituent les cellules nerveuses les plus abondantes du système nerveux central. Et ces cellules du grain du cervelet ont la particularité d'avoir des axones qui ont une forme de T et qui envoient des fibres parallèles le long de la surface corticale. Je pense que, et en fait, il faut avoir en tête
ce schéma avec ces fibres parallèles en forme de T et qui parcourent littéralement la surface corticale. Ces cellules de Purkinje, elles, ont comme particularité d'avoir des épines dendritiques. Ceux-ci sont des dendrites, ce qu'on voit en haut, qui montent vers la surface corticale. Ces épines dendritiques sont disposées toutes sur un même plan sagittal. Elles sont nombreuses. Ici, il y en a 4 qui sont représentées, mais en fait, elles sont beaucoup plus nombreuses que cela. Et alors, de cette disposition particulière des cellules, des épines dendritiques, des cellules de Purkinje qui montent vers la surface, et des fibres parallèles qui parcourent cette surface de façon horizontale, eh bien, va naître la possibilité de contacts multiples entre les cellules de Purkinje et les fibres parallèles des cellules granulaires. Des contacts multiples. Ça, c'est le terme générique. En pratique, il faut retenir qu'une cellule de Purkinje peut établir des contacts avec de nombreuses fibres parallèles, donc de nombreuses cellules granulaires. Sur cet exemple-là, cette cellule de Purkinje peut établir le contact avec au moins 4 fibres parallèles provenant de 4 cellules différentes. D'accord ? Donc une cellule de Purkinje va recevoir des stimulus provenant de nombreuses cellules granulaires qui elles-mêmes ont fait synapse avec de nombreuses cellules moussues, premièrement. Et deuxièmement, une même cellule granulaire, du fait de son parcours horizontal, va établir de nombreux contacts avec différentes cellules de Purkinje. Contacts multiples, finalement, tout le monde établit des contacts avec tout le monde. Non, mais avec ça, on n'est pas très avancé. Donc, retenez simplement les histoires des croisements et puis dispositions en rangée, comme cela. En maille, c'est une véritable maille que l'on trouve ici. Voilà, concernant les contacts entre les cellules de Purkinje et les fibres parallèles des cellules granulaires. Et puis, ces cellules de Purkinje, non seulement ils établissent des contacts avec de nombreuses fibres parallèles, elles sont également en contact avec des fibres grimpantes. Mais ceci, contrairement à ce qu'on a vu précédemment, il y a une fibre grimpante pour une cellule de Purkinje. Il y a une fibre grimpante pour une cellule de Purkinje, avec néanmoins de nombreux contacts entre la fibre grimpante et la cellule de Purkinje qui lui est spécifique, comme on le voit sur ce schéma. Et enfin, les cellules étoilées, comme les cellules en panier, sont là pour réguler l'action de la cellule de Purkinje. Alors comment cette cellule de Purkinje sera-t-elle contrôlée par ces différents types cellulaires? C'est le même schéma que tout à l'heure, mais plus détaillé. Alors, probablement, la première chose à retenir, ce que vous savez déjà, du moins pour certains, c'est que la cellule de Purkinje, qui est la seule cellule efférente du cortex cérébelleux, est tout à fait particulière dans la mesure où c'est un neurone GABAergique, et donc son message sera un message inhibiteur. Il synthétise et relaxe le GABA. Et le message inhibiteur, l'acide gamma-aminobutyrique, va agir sur le neurone postsynaptique, qui en l'occurrence est un neurone des noyaux cervelés profonds, qui lui ensuite va faire synapse, va faire relais avec le thalamus, et puis ensuite du thalamus va repartir le troisième neurone vers le cortex frontal. Alors que voit-on?
on voit que soit des fibres grimpantes qui proviennent de l'olive inférieure, soit des fibres moussues qui proviennent des différents noyaux, soit le noyau vestibulaire, soit de la moelle épinière, eh bien, nous allons avoir des neurones qui sont des neurones excitateurs, dont le signal, dont le neuromédiateur est excitateur, donc qui stimulent et qui permettent de stimuler la cellule de Purkinje. Donc à chaque fois que vous avez un signal provenant soit des fibres grimpantes, soit des fibres moussues, vous allez avoir une stimulation des cellules de Purkinje, donc une inhibition du neurone prenant naissance dans les noyaux profonds du cervelet. On est d'accord. Mais les choses se compliquent dans la mesure où, de ces mêmes fibres grimpantes et de ces mêmes fibres moussues, vous allez avoir des collatérales qui vont aller venir stimuler directement le neurone du noyau profond du cervelet. Donc, vous avez à la fois des signaux excitateurs qui stimulent ce neurone, qui en fait est le plus important, puisque c'est lui qui est en fait fonctionnellement le plus important, parce que c'est lui qui est soumis à la fois à l'influence inhibitrice de la cellule de Purkinje, comme des influences activatrices des fibres montantes et des fibres grimpantes et des fibres moussues. Donc vous allez à la fois avoir soit des signaux positifs qui stimulent, soit des signaux négatifs qui inhibent. Et en fait, cette possibilité d'avoir cette modulation complexe à ces niveaux va permettre au cervelet de capter en permanence des variations des signaux périphériques et d'élaborer et d'affiner son message efférent qui est toujours, quoi qu'il se passe, un message inhibiteur. Donc, selon l'intensité de l'inhibition exercée par la cellule de Purkinje, vous allez avoir une activité plus ou moins grande du neurone issu des noyaux profonds du cervelet. Voilà, en fait, les choses sont relativement complexes, hein, comme vous le voyez, avec différents types de cellules. Et moi, ce que j'ai essayé ici, c'est de vous faire ressortir l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. La première chose, c'est la cellule fonctionnellement la plus importante pour élaborer la réponse, c'est celle-ci. C'est celle qui naît des noyaux profonds du cervelet. Mais cette cellule-là, qui naît des noyaux profonds du cervelet, eh bien, est sous étroite contrôle, sous un contrôle étroit des cellules de Purkinje, qui, elle, eh bien, est soumise à des influences excitateurs plus ou moins importantes provenant des fibres afférentes arrivant de la périphérie. Là, c'est simplement pour vous montrer les voies spinocérébelleuses, celles qui vont arriver de la moelle et qui vont apporter les informations jusqu'au cervelet et jusqu'au cerveau. Alors maintenant, voyons les applications de tout ce que l'on vient de voir. Je considère que dans l'enseignement que l'on fait aux étudiants en médecine, il y a les informations détaillées qu'il faut connaître pour des raisons purement docimologiques, pour passer l'examen et passer à l'année supérieure. Et puis il y a des informations essentielles, celles que vous retiendrez dans 10 ans ou dans 5 ans, lorsque vous aurez validé tous vos certificats, lorsque vous aurez tous vos diplômes. Alors, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant,
c'est d'ordre docimologique. Maintenant, c'est d'ordre cognitif, d'ordre de la connaissance. Alors, si on vous demande un jour, dans 5 ans ou dans 10 ans, que retiendrez-vous du cervelet? Vous allez dire que le cervelet, premièrement, c'est une structure qui est disposée en dérivation entre le cerveau et la périphérie, et qui permet de contrôler la qualité du signal provenant du cerveau. D'accord. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, vous retiendrez, il y aura des réminiscences de votre mémoire antérieure en disant que vous avez 3 régions du cervelet. On a vu le vestibulo-cervelet, le cérébro et puis le médullo-cervelet. D'accord. À votre avis, ces 3 régions du cervelet sont-elles apparues dans l'évolution de l'espèce humaine ou bien des espèces vivantes en même temps, ou bien il y a une chronologie? Qu'est-ce qui est apparu en premier? Le spino. Le spino. Le spino. Un autre avis? Le vestibulo. Donc ça, en fait, c'est entre le spino et le vestibulo. Le vestibulo, il est ici. Le spino, il est là. On est d'accord? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est le plus ancien au niveau du cerveau, comme dans la vie, c'est celui qui est le plus enfoui, le plus profond. Et en fait, le plus profond, sans nul doute, c'est celui-là, c'est le vestibulo-cervelet. C'est celui qui est apparu en premier. Et en fait, il est apparu en premier puisque on le voit déjà, le vestibulo-cervelet, encore appelé l'archéocérébellum, le très très vieux cervelet. Il existe déjà, on le trouve déjà dans des espèces aquatiques, chez le poisson. Le poisson a un début, un semblant de cervelet, qu'on appelle, qui ressemble beaucoup au vestibulo-cervelet. Il permet de recevoir des afférences provenant du système vestibulaire, et donc le fonctionnement de ce vestibulo-cervelet va nous permettre de maintenir l'équilibre. Vient ensuite, en deuxième position, eh bien, le spino-cervelet, ou encore le paléocérébellum. Et en fait, le spino-cervelet qui reçoit des afférences, eh bien, de la moelle, est là pour nous permettre de renforcer le tonus musculaire. D'accord? Et enfin, en troisième lieu, eh bien, le dernier, celui qui reste, le cérébro-cervelet, ou encore le néocérébellum, celui dont la couche est la plus externe, donc qui vient après, à poser sa couche de cellules sur les 2 anciens cervelets, le vestibulo et le spino. Le cérébro-cervelet, eh bien, il permet des choses beaucoup plus complexes, notamment la coordination et la régulation fine de l'activité motrice volontaire. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la première diapositive. Pour retenir à la fois l'ordre d'apparition et le rôle physiologique de ces 3 types de cervelets, il y a un exemple que l'on peut prendre, c'est se dire qu'au tout début, il y a des poissons qui nagent. Après les poissons, eh bien, les espèces aquatiques deviennent terrestres et les espèces terrestres deviennent aériennes. Et enfin, apparaît l'homme. Donc, je ne sais pas si vous avez observé les poissons rouges, mais en tout cas, ils ont un sens d'équilibre assez aigu. Vous laissez tomber un poisson dans un bocal, hop, il va retrouver tout de suite son équilibre et il va pouvoir nager. Pour pouvoir se dresser et prendre son envol, rien de tel que d'avoir un renforcement du tonus musculaire. Je ne sais pas si entre vous, il y en a qui ont essayé de voler. Non,
pas dans le sens où vous pensez, voler comme Icare, eh bien, il faut avoir un tonus musculaire relativement fort. Et enfin, le cérébrocervelé, c'est celui qui permet la coordination fine, la coordination et la régulation fine de l'activité motrice volontaire. Et ceci, vous voyez aussi avec la maturation du cervelet des bébés de l'homme, de l'enfant. Hein? Un enfant, lorsqu'il naît, il va essayer d'abord de se mettre assis et on voit que son équilibre n'est pas encore très stable. À un stade ultérieur, il va avoir son spinocervelet qui sera mature, lui permettant de renforcer son tonus musculaire, de se dresser, de se tenir debout, d'accord, à l'âge de 10 mois, 1 an. Mais si vous demandez à cet enfant eh bien, de jouer au piano, il ne pourra pas. Donc il faut attendre encore un petit peu pour qu'il puisse avoir cette coordination et la régulation fine de l'activité motrice volontaire. Vous voulez faire une pause ? Non, on termine. On termine et puis on fait la pause. Comment ? 2 ou 3. C'est vous marchandez ? Ah, ouais. On ne peut rien vous cacher maintenant. Et donc, à partir de ceci, vous allez pouvoir également déduire la sémiologie des troubles cérébelleux. Pourquoi ? Parce qu'un syndrome cérébelleux sera caractérisé par les troubles de l'équilibre. Un syndrome cérébelleux sera également caractérisé par une hypotonie. Vous examinez un malade et puis vous allez avoir cette hypotonie qui va se manifester. Et enfin, un syndrome cérébelleux, surtout lorsqu'il touche le cérébrocervelet, va se manifester par l'impossibilité d'exécuter des mouvements complexes, ce syndrome qu'on appelle l'adiadocosynésie, l'impossibilité de faire les marionnettes en fait, hein, de remuer les deux mains ensemble, et également cette impossibilité de régulation fine des mouvements. Et donc, en fait, ça s'explore également par l'épreuve doigt-nez. On demande à quelqu'un de porter son doigt à son nez et il a toujours cette difficulté, il bouge un petit peu en fin de parcours afin de trouver son nez. Et donc, pour résumer, nous avons ici le cortex moteur tout en haut, le muscle squelettique tout en bas, et le cervelet qui se trouve en dérivation par rapport à ces deux systèmes. Du cortex moteur vont être élaborés des signaux de la commande motrice permettant le mouvement volontaire. Mais ce que nous ne savons pas, en tout cas ce dont nous ne sommes pas conscients, c'est que ce signal moteur en chemin sera dévié vers le cervelet qui va contrôler l'exactitude de ce signal, de cette commande motrice, lequel va permettre, en envoyant un signal afférent, d'ajuster cette commande motrice. Et c'est un ajustement qui se fait de façon quasi instantanée, qui se fait en chemin, si vous voulez. Bien maintenant, imaginez que cette commande motrice, après ajustement, arrive jusqu'au muscle squelettique qui va exécuter son mouvement. Et lors de l'exécution du mouvement, il y a un petit dérapage. Les récepteurs musculaires et articulaires vont capter ce dérapage, envoyer des signaux afférents, notamment par la voie du spinocervelet en remontant, et du même côté, en remontant du côté ipsilatéral, ceci afin de réajuster une deuxième fois la commande volontaire. Et donc dans chaque mouvement volontaire, vous avez véritablement cette boucle qui se fait
sans cesse, avec un départ du cortex moteur vers le muscle squelettique, mais entre-temps, déjà ici, un envoi d'information vers le cervelet qui va corriger tout de suite en chemin, et puis enfin, la possibilité de reprendre le tout avec la mise en jeu des récepteurs musculaires et articulaires qui vont remonter par la voie proprioceptive et pour renseigner le cervelet afin de recorriger encore une fois eh bien, le mouvement volontaire. Bien, maintenant, nous allons comparer le rôle des noyaux gris de la base que l'on a vu hier avec celui du cervelet que l'on vient de voir aujourd'hui. Sachant que les deux structures sont intimement liées dans le contrôle du mouvement volontaire. Alors, les noyaux gris de la base eh bien, participent à la planification du mouvement volontaire, au démarrage et à l'arrêt de ce mouvement volontaire. Bien sûr, ceci, planification, démarrage comme arrêt, sera d'autant plus important que le mouvement est complexe. Le cervelet, quant à lui, eh bien, joue essentiellement un rôle de guidage. Ça permet d'affiner en guidant le mouvement. On a vu le rôle fondamental de la coordination du cervelet, dont la lésion va aboutir à des troubles de la coordination, dont la diadococinésie, les personnes qui sont incapables de remuer les deux mains en même temps. Et donc vous avez compris qu'il existe une adiadococinésie physiologique lorsque vous êtes tout petit bébé. Et que vous pouvez dire, le jour où le petit bébé pourra effectivement remuer ses deux menottes en même temps, vous dites, ça y est, le cérébro-cervelet est mature. Et le cervelet va permettre également l'exécution harmonieuse des mouvements volontaires. L'exécution harmonieuse et l'achèvement adapté. Des mouvements en cours nécessitant un guidage visuel. Voilà, les deux dernières diapositives, je vous les mets, mais ce n'est pas la peine. Donc on arrête ce premier cours ici. Et à quelle heure vous voulez reprendre? Il est plus long. Il va durer 1h30, 2 heures. Donc il y aura une pause, il y aura une deuxième pause. Vous enchaînez? On enchaîne dans 5 minutes? D'accord.